soit F un endomorphisme de E euclidien et F, grand F, un sous-espace stable par petit f. Est-ce que F orthogonal est stable par petit f? Pouvez-vous donner des exemples où cela est vrai? Ce qui invalide un petit peu la première question. Quelles en sont les conséquences? Alors, solution. Ben non, F, on s'en doute. En fait, F orthogonal est stable non pas par petit f, mais par l'adjoint. Alors, pourquoi? Ben parce que, voilà, hein, on va prendre Y dans F et X dans F orthogonal. Voilà. Et ce qu'on veut montrer, c'est que F étoile de X est encore dans F orthogonal. C'est-à-dire que F étoile de X, scalaire Y, est égal à 0. Mais là, on écrit F étoile de X, Y. Par définition, c'est X, F, ah, attention, ce n'est pas F de X, c'est F de Y ici, une typo. Maintenant, comme Y est dans grand F et petit f stabilise grand F, ben, petit f de Y, c'est Y ici, appartient à grand F. Donc, on a un élément de F orthogonal ici, on a un élément de F ici. Donc là, c'est fait pour faire 0. Donc, on voit bien que quel que soit Y, ben, F étoile de X, Y est égal à 0, quel que soit Y dans grand F. Donc, F étoile de X, c'est bien dans F orthogonal. Voilà. Alors maintenant, des exemples de petit f où cela est vrai, ben, c'est si, par exemple, F étoile égale F, bien sûr. Mais pas que. Alors, si F est symétrique, parce qu'on a F étoile égale F, mais si F est anti-symétrique, parce que F étoile égale moins F, alors vous voyez que F étoile, étoile, ça fait, on retombe sur F par définition. Donc, des valeurs propres de l'endomorphisme étoile, ça peut être que 1 et moins 1, parce que étoile est involutif. Donc, il n'y aura que des symétriques et des antisymétriques, mais il n'y aura pas des cas symétriques, en quelque sorte. Il n'y aura pas de cas, par exemple, il n'y aura pas d'application telle que... il n'y aura pas d'endomorphisme tel que F étoile égale lambda F ou égale 2F, par exemple. Alors maintenant, il y a aussi si F est orthogonal, parce que F étoile, quand c'est orthogonal, c'est égal à F moins 1. Et donc, oui, si F étoile laisse fixe F orthogonal, bah, F moins 1, du coup, laisse fixe F orthogonal, c'est évident, puisqu'on a égalité. Et donc, F laisse fixe F orthogonal, parce que F est inversible. Si F est inversible et laisse fixe un sous-espace, bah, son inverse laisse fixe le sous-espace aussi. Alors, toutes ces choses sont fondamentales quand on va vouloir faire des récurrences sur la dimension et qu'on veut diagonaliser F par récurrence. Alors, Q est non dégénéré sur E et F un sous-espace. Est-ce que Q restreint à F, donc la forme quadratique, hein, qui était au départ non dégénérée, restreint à F, reste non dégénéré? À quelles conditions sur l'espace grand F a-t-on que F et F orthogonal est en somme directe? F orthogonal, là, c'est orthogonal indice B, en quelque sorte. C'est l'orthogonal pour la forme quadratique du cube. Alors, solution. Donc, le noyau de la forme quadratique restreinte à F, je vous rappelle que c'est F inter F orthogonal. Parce que c'est l'ensemble des X qui sont dans F, forcément, et tel que quel que soit Y, B de XY égale 0, quel que soit Y dans F. Donc, c'est exactement ce qu'on appelle le noyau, ici, de la forme restreinte. Donc, ça veut dire que ce noyau, bah, il peut être dégénéré.
Parce que ça peut être non nul. Par exemple, si f, c'est la droite engendrée par un vecteur u tel que q de u égale 0. Donc, par exemple, vous prenez la forme quadratique sur R2, x2 moins y2, et donc vous avez le vecteur 1, 1, qui va être un vecteur isotrope, c'est-à-dire il est non nul et q de u égale 0, et forcément, l'orthogonale de la droite engendrée par ce vecteur, c'est elle-même. Alors maintenant, on a f en somme directe avec E. Étant donné que Q est non dégénéré, on a la bonne condition sur les dimensions, c'est-à-dire les dimensions de F, c'est la codimension de F orthogonale. Donc maintenant, la somme directe est là, si et seulement si l'intersection est nulle, c'est-à-dire si et seulement si la résection de la forme quadratique est non dégénérée. Sur R, on suppose pour une forme quadratique Q que F est en somme directe avec F orthogonale pour E. Pour tout sous-espace F de E. Attention, là c'est pour tout sous-espace F de E. A-t-on Q défini positif? Solution. Alors donc, Q est forcément défini, mais peut-être négative, évidemment. Donc comme c'est vrai pour tout sous-espace F, donc on considère U tel que Q de U égale 0. Donc U, bah, il appartient à RU, évidemment, il appartient à la droite qui l'engendre, mais il est orthogonal à lui-même. Donc il est dans l'intersection des deux, et évidemment, d'après l'hypothèse, ça veut dire qu'il est nul, puisqu'il est dans l'intersection de F et F orthogonal, avec F égale RU. Donc U est nul, et ça c'est vraiment la définition d'être défini. Hein. Quand Q de U égale 0 implique U égale 0. Alors, on n'a pas eu de positivité. Hein, y a pas, on peut imaginer une forme négative, vous prenez et vous aurez exactement la même chose. Alors, soit A, une matrice définie positive, X, une matrice colonne telle que X transposé X égale 1. Alors, AA, c'est une matrice symétrique, hein, définie positive, évidemment. Donc, c'est la matrice d'une forme quadratique définie positive dans la base canonique. X, finalement, c'est un vecteur de norme 1 de Rn. Quel est le plus petit majorant de X transposé à X? Donc, quel est le plus petit, le minimum, de Q de U quand U parcourt la sphère des éléments de norme 1. En gros, hein. Dit autrement, ça peut se dire comme ça. Solution. Alors, il faut donner ce plus petit majorant en termes de A, en fonction de A. Alors, solution. Donc, c'est encore l'orthogonalisation simultanée, évidemment, puisqu'on voit bien que, là on voit bien qu'on est dans l'orthogonalisation simultanée. On doit gérer à la fois la norme, d'accord, la norme euclidienne, et une forme quadratique. Donc, il y a deux formes, une définie positive et une forme binaire symétrique quelconque. Alors, on a P qui est orthogonal pour la norme euclidienne et tel que A égale P transposé dP. Ça, on l'a vu. Donc maintenant, je pose Y égale Px, ce qui va nous donner, bon, alors là, le T il est tombé, ce qui va nous donner que Y est normé, puisque X est normé et P est orthogonal. On a Y transposé DY, qui va être maximal, parce que quand on va écrire Y transposé DY, ça va nous faire X transposé P transposé DPX, et donc X transposé AX. Voilà, donc ceci qui est censé être maximal. Mais là, c'est beaucoup plus facile à calculer parce que D est diagonale. Et ça, c'est égal à la somme des lambda I, YI carré. C'est la forme quadratique associée finalement
à la matrice diagonale ici. Et on veut que ça soit maximal. Alors évidemment, c'est majoré, hein. Donc, comme y est un vecteur normé, évidemment, ça va être atteint, ce max, en gros par la compacité de la sphère, mais on peut aller plus loin, hein. Ça va être atteint. D'abord, ça va être toujours inférieur au max des valeurs propres. Donc, supposons par exemple, c'est en lambda 1 que la valeur propre lambda i est maximale. Donc ça, ce sera inférieur à lambda 1 fois la somme des y carrés. Mais la somme des y carrés, ça fait 1, d'après ça. Donc c'est inférieur à lambda 1. Et c'est atteint en 1, 0, au vecteur 1, 0, 0, 0, 0, qui est bien normé, hein, qui va bien donner ici lambda 1. Voilà. Soit S une matrice symétrique réelle de taille n, PQ sa signature et lambda i ses valeurs propres. Alors, réel, pourquoi les lambda i sont-ils réels et que peut-on dire du signe des lambda i? Donc, l'orthogonalisation simultanée, c'est le théorème spectral aussi. C'est l'autre versant, hein, mais c'est équivalent. On passe de l'un à l'autre et de l'autre à l'un immédiatement. Prouve que S a un spectre réel. Donc ça, c'est vraiment le théorème spectral. Donc, les lambda i sont réels à cause du théorème spectral. Et la matrice symétrique, voilà, diag de lambda 1 jusqu'à lambda n, ça a les valeurs propres, bah, elle est de signature PQ, puisque cette matrice, elle est congruente à S, d'accord? On a S qui est égal à P, si on l'appelle D, celle-là, S est égal à P fois D fois P moins 1, mais P est orthogonale, donc S égale P, D, P transposé. Donc elle est congruente à S, donc congruente à S, ça veut dire qu'elle est de signature PQ. Maintenant, on l'a vu dans la première partie, hein, quand on a une matrice diagonale, bah, sa signature, c'est le nombre d'éléments positifs et le nombre d'éléments négatifs. Alors, strictement positif et strictement négatif. Voilà. Donc, le signe des lambda i, eh bien, il y a P valeurs propres qui sont strictement positives et Q valeurs propres qui sont strictement négatives. Alors, je vous rappelle, cette idée, hein, c'est toujours la même chose, c'est qu'il faut rentrer le lambda dans le x2, dans le carré, pour obtenir la signature, mais le lambda, lui, il ne peut pas rentrer, s'il est négatif, il faut qu'il laisse le moins devant, pour obtenir un 1, un moins 1, ou un 0 si lambda est. Et donc, c'est toujours cette formule qui fait tout marcher. Soit A une matrice symétrique définie positive. Comment expliciter une racine carrée de A qui soit elle-même symétrique définie positive? Celle-ci est-elle unique? Question difficile. Bon, on verra. Bon. Solution. Alors, on a donc A égale P, D, P-1 avec P orthogonale. Donc, orthogonalisation simultanée. D, elle est diagonale, et les lambda i, c'est les valeurs propres de A. Et ils sont tous strictement positifs, parce que A est symétrique définie positive. Si on prend delta et que l'on a vu que la signature donnait les signes du spectre. La signature, là, c'est N0. Si on prend delta égale racine, la diagonale des racines de lambda i, puisque les lambda i sont tous strictement positifs, bah, et qu'on écrit B égale P delta P-1, alors on affirme que B est symétrique. Parce que B peut s'écrire aussi P delta
P transposé. Je rappelle que P est orthogonal, donc P transposé est égal à P moins 1. Donc ça, c'est clairement symétrique, parce que quand on prend la transposée, on va obtenir P, delta transposé et P transposé, mais delta transposé, c'est delta, parce que delta est diagonale, donc symétrique. Donc maintenant, on affirme que B est définie positive, et là, c'est parce que toutes les racines qu'on a prises ici sont strictement positives. Donc les valeurs propres de B, c'est évidemment, d'après cette égalité, les racines de lambda i. Donc les valeurs propres de B sont strictement positives parce que c'est des racines carrées. Et donc c'est bien défini positif parce que sa signature, c'est le nombre de valeurs propres positives, donc c'est n. B au carré, quand on va mettre au carré, là on va utiliser, vous voyez, cette formule, et on va avoir P delta 2, P moins 1. Et là, delta 2, c'est fait pour être égal à D, donc P, D, P moins 1, ça fait 1. Jongle, d'accord, entre, donc ça c'est typique de la diagonalisation simultanée, hein, on va jongler entre cette formule et cette formule. Elle est symétrique par cette formule. Et ensuite, définie positive, on peut le voir par cette formule aussi. Mais le carré est égal à A grâce à cette formule. Voilà. Allez, c'est terminé. L'unicité, je vous laisse regarder. Bon, c'est dans le chapitre 5 de Histoire hédoniste de groupe et de géométrie. Voilà.